Bonjour et bienvenue à Bruxelles au Parlement européen pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Dans cette émission, nous nous rendrons au Rwanda où nous avons suivi là-bas l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous verrons quel est son rôle, a-t-il un rôle politique ou l'Europe est-elle finalement en Afrique qu'une super ONG? Mais d'abord un point sur la situation au Mali avec cette question. Où est passée l'Europe de la défense? Vendredi 11 janvier, à la demande de Bamako et sous mandat de l'ONU, la France s'engage au Mali pour lutter contre le terrorisme. Une guerre menée en solitaire. Les pays européens soutiennent l'opération discrètement et en ordre dispersé. Et sur le terrain, Paris reçoit pour toute aide quelques avions de transport, essentiellement britanniques, de maigres moyens logistiques. Pas d'opération européenne coordonnée. La plupart des pays n'ont ni les capacités militaires, ni la volonté politique de s'engager dans des opérations de haute intensité. Seule décision commune entérinée à Bruxelles, l'envoi d'une mission européenne pour remettre sur pied l'armée malienne. La France fournira le gros des moyens humains et militaires. Mais la mission n'est pas encore prête et elle n'ira pas au combat. Les traités européens prévoient pourtant la mise en place de groupements tactiques, 1500 hommes capables d'intervenir vite dans une zone de conflit hors du territoire européen. Mais ces instruments militaires n'ont jamais servi. Alors, où est l'Europe de la défense ? Avec nous cette semaine, une femme, une députée européenne qui vient du Portugal, Ana Gomes. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du Parti socialiste européen et vous êtes spécialiste des questions de défense que vous suivez depuis longtemps. Alors les Européens sont derrière la France, en tout cas ils soutiennent l'intervention française, mais il n'y a pas grand monde sur le terrain. Où est passée l'Europe de la défense? Je crois que l'Europe de la défense est passée au même endroit où est l'Europe de la crise économique. Donc l'hésitation, l'indécision, le manque de leadership. Et c'est pourquoi je salue l'initiative de la France et du président François Hollande. Parce que ce qui est en cause au Mali, c'est pas seulement la réponse à l'appel des autorités maliennes, la réponse à l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait déjà passé 2 résolutions là-dessus, mais donc la protection du peuple malien contre cette bande terroriste et criminelle, mais c'est aussi la sécurité de l'Europe. Et donc l'Europe devait être là avec la France. Mais par exemple, un pays comme le Portugal dont vous venez, est-ce qu'il est prêt à apporter sa contribution sur le terrain aux troupes françaises? Oui, notre Premier ministre a été récemment à Paris avec le président François Hollande et a dit qu'on allait participer à cette mission d'entraînement de l'armée malienne que l'Union européenne doit déclencher. Et cette mission, elle était déjà dans le pipeline. Donc, alors pourquoi avoir perdu autant de temps? Parce que malheureusement, il y a quelques partenaires européens qui mettent des bâtons dans les roues Lesquels, par exemple? La Grande-Bretagne c'est un paradoxe parce que d'un côté, la Grande-Bretagne, c'est un des pays les plus forts, comme la France, en matière de sécurité et défense, mais elle a cette attitude reluctante à l'égard de la construction européenne et à l'égard de la politique de sécurité et défense en particulier, parce qu'ils sont encore très attachés à cette question que c'est une question de souveraineté nationale. Mais quand il y a un problème de sécurité qui affecte nous tous, notre sécurité, bien sûr qu'il n'y a pas un seul pays, ni même la Grande-Bretagne toute seule, qui puisse y aller toute seule, qui ait les moyens militaires, civils, parce que cette situation au Mali, bien sûr, dans le long terme, ne peut pas se résoudre justement avec des moyens militaires. Il y a toutes des composantes politiques très importantes où l'Union européenne sera importante. Mais je dois vous dire, des pays comme le mien, notre Premier ministre, dès qu'il a dit que nous participerions aux côtés de la France dans cette mission. Mais pas dans l'immédiat au combat, c'est-à-dire dans un deuxième temps pour former l'armée malienne. Oui, bon, tout d'abord, pour former l'armée malienne, mais même là, avec des restrictions qui sont celles qui découlent de notre situation en ce moment économique. Alors justement, vous pensez que cette absence de l'Europe hier en Libye, qui a été quand même une opération largement franco-britannique,
Et aujourd'hui au Mali, est-ce que c'est dû à un manque de moyens financiers ou est-ce que c'est dû avant tout à un manque de volonté politique? Et je crois que c'est plutôt manque de volonté politique, bien sûr, parce que les moyens financiers sont là. Et une des solutions... Même s'il y a une crise. Bien sûr, une solution, ce serait justement d'avoir un financement commun pour les opérations de la politique commune de sécurité et défense. Maintenant, vous savez, il y a un fonds de start-up pour commencer, qui est commun. Mais tout le reste, ce sont les pays qui participent, qui doivent aussi payer pour leurs propres troupes. Et bien sûr, ça empêche que des pays, par exemple, comme le mien, qui ont des troupes très bien préparées et très capables d'opérer dans un terrain comme le Mali... Ça veut dire qu'ils pourraient intervenir demain s'il y avait un soutien financier qui n'existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de financement commun pour la politique, pour les opérations PCESD. Donc là, c'est une question qu'il fallait changer maintenant. Et de sécurité commune. Vous avez dit que pourtant au Parlement européen, il y a eu des actions de fait, notamment l'an dernier, où même de l'argent a été débloqué pour cette zone du Sahel considérée comme prioritaire. Où est passé cet argent aujourd'hui? À quoi a-t-il servi? Oui, bien sûr, on a l'Union européenne, je vous dis, même avant l'opération de Libye, on a vu cette montée de groupes, bandes criminelles liées au narcotrafic dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, en Guinée-Bissau, un pays que le Portugal connaît très bien. Les autres bandes criminelles, toutes sortes de trafics dans la zone du Mali, se chevauchant des réclamations de mouvements qui sont tout à fait attendibles, ne fallait pas négliger comme celle du mouvement des Touaregs au Mali, MLNA. Et on a vu tout ça et on a dévisé même une stratégie de sécurité Sahel. Donc on a mis en place, par exemple, une mission pour le Niger, déjà pour l'entraînement, et on savait que l'effet Libye, la Libye est un énorme supermarché d'armes en ce moment. Et les autorités maliennes ne peuvent pas contrôler, elles n'ont pas d'armée. Pour intervenir. Ce sera notamment l'une des missions de la future force européenne. Merci beaucoup, Anna Gomes, d'avoir participé à cette émission. On reste au Mali, actualité numéro 1 en Europe. Dans un instant, l'œil du correspondant de Bruxelles, juste après ce zapping des télés européennes. La France vise désormais la reconquête totale du Mali. Avec cette déclaration du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian élargit davantage les objectifs de l'armée française. Celle-ci compte 2000 soldats présents sur le sol malien. Une partie est déployée à l'aéroport de Sévaré, à la frontière entre le nord et le sud. Sévaré représente un atout stratégique pour lancer des missions vers le nord, occupées par les islamistes. Les Français se sont engagés au Mali, mais ils redoutent d'être entraînés dans une guerre longue et difficile, contre un ennemi tenace. Mais que peuvent-ils faire d'autre? Nous sommes ici pour mener notre mission à terme. Mais est-ce que les forces françaises doivent passer la main aux forces africaines? Oui, tout à fait. Des troupes africaines venues des pays voisins comme le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso devraient rejoindre les Français un peu plus tard sur le terrain. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de soldats. Juste des officiers supérieurs qui, réunis dans cette salle d'état-major, tentent d'organiser leur arrivée. L'Union européenne conduit une mission de formation de l'armée malienne. Des instructeurs polonais seront bientôt envoyés sur place. C'est une décision que nous allons prendre dans les prochaines semaines, après discussion avec nos partenaires. Cette guerre n'est pas gagnée d'avance, difficile pour les troupes françaises d'avancer en plein désert face aux islamistes. Cette semaine, nous accueillons Nicolas Groveret, correspondant à Bruxelles pour Ouest France. Bonjour. Bonjour. Vous tenez également un blog très renseigné sur la politique extérieure de l'Union européenne. Alors faisons un petit point opérationnel et notamment sur cette fameuse mission européenne de formation de l'armée malienne qui doit se mettre en place. Est-ce que c'est pour demain ou pour dans un an? Quel est le calendrier? C'est pas demain, mais c'est pas dans un an. Le calendrier s'est sincèrement accéléré depuis l'intervention française, mais l'opération était déjà prête. On a avancé de quelques semaines. Normalement, d'ici le 10 février, il y a tout le processus de décision au niveau européen sera fait, c'est-à-dire aussi le processus financier, parce qu'il faut un peu d'argent. L'opération va coûter 12 millions d'euros, ce qu'on appelle le financement commun. Et ensuite, au fur et à mesure des arrivées, normalement, les formations pourront démarrer début mars. À mon avis, ça sera ça. Donc c'est relativement rapide. Tous les pays européens vont participer. C'est ça la nouveauté
qui est entre, je dirais, avant-hier et demain, c'est quasiment tous les pays européens. Y compris les Polonais, par exemple, qui ont eu quelques réticences les pays, y compris les Grecs, aller sur le terrain. Y compris les Grecs qui ont des problèmes financiers, y compris Chypre. Il y a quasiment, pour l'instant, moi j'ai fait un dernier décompte, il n'y a quasiment aucun pays qui nous manque à l'appel. Même des pays qu'on n'a pas qualifiés très enthousiastes sur ces opérations-là, comme les Tchèques. Donc tous les autres ont plutôt des problèmes internes et pour l'instant n'ont pas répondu, mais ils n'ont pas encore répondu non. Ils ont fait une offre, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous participer, parce que tout dépendra des moyens. Mais ça veut dire, ce qu'il faut voir, c'est que cette opération, alors on peut dire qu'elle est petite, mais elle s'appuie sur un élément qui a bien marché, qui est la formation de l'armée somalienne. Ce que l'on oublie, c'est qu'une des réussites de la Somalie, c'est la formation de cette armée somalienne qui a été faite par les Européens. Qu'est-ce que peuvent apporter les Européens dans ce type d'action? Dans ce type d'action, sur la formation, il y a cette expérience-là. Ce n'est pas une formation pour le plaisir, c'est une formation pour aller au combat directement. Donc ça, ils savent faire, ils savent former. Ça a été fait. Somaliens ou les Maliens. On a l'exemple avec les Somaliens, ça a bien marché et les Européens sont bien organisés, ça peut démarrer très vite. Chacun a des spécialités. Il ne faut pas croire, il y a des armées européennes qui sont très petites mais qui ont de très fortes spécialités. Par exemple sur le déminage, c'est tout aussi important, sur le sauvetage des vies, sur l'appréhension, le combat urbain. Il n'y a pas que, je dirais, 2-3 armées qui ont ces spécificités-là. Donc vous dites que le tout est complet, enfin chacun peut compléter Il suffit parfois de 2-3 militaires bien formés, bien spécialistes sur ça pour apporter un apport. Et cette formation, c'est un peu le deuxième temps de l'intervention française. Alors, ce n'est pas le premier temps, mais si on ne forme pas l'armée malienne, dans 6 mois, l'armée française est toujours là. Alors, qu'est-ce que les Européens auraient pu faire de plus sur le terrain? Je pense qu'on peut rêver l'Europe de ce qu'elle aurait pu faire et il faut voir l'Europe de ce qu'elle est aujourd'hui. L'Europe est en crise aujourd'hui, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mais on aurait pu penser qu'elle ait pu avoir un cran supérieur, notamment sur l'aspect logistique. Les Européens ont fourni et fournissent un peu de logistique, c'est-à-dire des avions, des moyens aux Français, mais on aurait pu penser que c'était un peu plus organisé et un peu plus fort, un peu plus rapide. Il existe par exemple des groupements tactiques. Est-ce que ces groupements tactiques peuvent servir? Ces groupements tactiques auraient pu servir pour différentes raisons. Ils n'ont pas servi pour des raisons politiques, financières, parce qu'engager un soldat, ça coûte. Donc aujourd'hui, le problème, il est autant financier que politique. Et ces battle groups, ils sont restés à l'arrêt. Aujourd'hui, le battle group de permanence, c'est polonais, allemand et français. C'est des groupes capables d'intervenir très rapidement. C'est un groupe qui est en alerte. C'est exactement à l'Europe, hein, exactement ce qu'a fait l'armée française. C'est exactement le même cadre. Mais avec des Européens. Avec des Européens, là à 3, ce battle group est resté l'arme au pied. Et à mon avis, ce battle group restera toujours l'arme au pied parce qu'il y a un problème de concept. Donc il faut réexaminer le concept, il faut voir comment l'Europe peut agir. Le problème, c'est que l'Europe a du mal à agir de façon militaire. Elle a un problème, je dirais, conceptuel là-dessus. En même temps, elle veut être une puissance. Il faut qu'à un moment donné, les Européens arbitrent. Est-ce qu'ils seront une puissance sans l'armée ou est-ce qu'ils pourront rester une puissance sans? Question éminemment politique. Merci beaucoup Nicolas Gros-Verrette pour cet éclairage. Alors l'Europe dispose du plus grand service diplomatique au monde. Des diplomates sont en poste dans différentes régions du globe. Mais que font-ils? François Baudonnet va en parler avec son invité Véronique de Keyser. Mais d'abord notre reportage. Valérie Brochard est allée seule avec sa caméra au Rwanda dans les pas de l'ambassadeur de l'Union européenne, un diplomate belge. Regardez son reportage. Difficile de l'imaginer, mais vous êtes à Kigali, capitale du Rwanda. Route flambant neuve, électrification, véhicules dernière génération. Depuis le génocide de 1994, la communauté internationale aide le pays à se développer. Un homme déploie toute son énergie pour la reconstruction du pays. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous au protocole vers début d'après-midi, mais il serait là à 2h, à l'ouverture jusqu'à 3h sans doute. Michel Arion est ambassadeur de l'Union européenne. Le 1er janvier 2010, le traité de Lisbonne a créé le Service européen d'action extérieure qui rassemble 150 ambassadeurs de l'Union envoyés en mission un peu partout dans le monde. Un bureau modeste, une poignée de collaborateurs. Je dois être à 9h au Parlement. J'ai une petite aussi présentation droits de l'homme. Au niveau logistique, ne venez pas avec de belles chaussures demain. Allez, merci. Rien d'ostentatoire, Michel Arion est au Rwanda pour travailler. Et la première de ses missions, c'est de faire connaître l'Europe.
fait. Recevons l'ambassadeur de l'Union européenne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'Europe? Sur l'histoire, la géographie? Oui? Alors la question c'est, est-ce qu'un pays africain peut devenir membre de l'Union européenne? Alors je vais vous répondre. Donc non, il n'est pas possible qu'un État africain devienne membre de l'Union européenne. Mais pourquoi est-ce qu'un Africain devrait devenir européen? Faisons l'Union africaine. Et ça c'est la réponse. Hein? Donc qu'a fait l'Afrique? Elle a créé l'Union africaine. Voilà. Dans la soirée, même exercice, mais avec un public bien moins tendre. Dans une radio locale, Michel Arion défend l'Europe et sa politique On n'a extérieure. pas besoin des casques puisqu'on ne va pas prendre d'appel. Alors bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs de 89.7. Michel Arion, hier l'Europe a reçu son prix 2012, le prix Nobel. C'est assez exceptionnel. D'abord, comment est-ce que ça s'est passé? J'imagine que... Donc c'était d'abord et avant tout une surprise, mais immédiatement, je dirais, c'était quand même un sentiment de fierté et de reconnaissance. L'Europe n'a pas été aussi pacifiste que ça pendant les dernières années, parce que c'est aussi toute la période de la décolonisation, c'est surtout la période des guerres coloniales. Représenté, communiqué, Michel Arion se rend disponible pour les médias rwandais comme pour les responsables politiques de la région. Mais il n'oublie jamais qu'en tant qu'ambassadeur de l'Union, il dispose d'une compétence exclusive, le commerce. Alors que les États membres n'ont pas d'échanges commerciaux avec le Rwanda, lui détient une enveloppe de 400 millions d'euros à répartir sur 5 ans. C'est une aide financière qui va directement du Fonds européen de développement et du budget communautaire vers le trésor rwandais. Compétence exclusive qu'il manie avec diplomatie. Puisque tous les mois, portables tenus à l'écart, le chef de la délégation européenne reçoit les ambassadeurs des Pays-Bas, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et de Suède. I think we will ask Valérie to stop here. Vous nous suivez? Il a la main mise sur les investissements, plus particulièrement concernant les infrastructures du pays. Donc là, on est déjà sur la route. C'est la route qu'on va faire, oui, oui. Mais simplement, on a commencé le chantier à 10 km pour ne pas créer du désordre dans la sortie de la ville. L'Union européenne a décidé de financer cette portion de route qui est en fait un des chaînons manquants sur ce qu'on appelle le grand corridor nord de la région de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et donc il y aura une grande route de 7 mètres de large, macadamisée, bitumée, qui permettra donc les échanges entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le reste du monde à travers le port de Mombasa. À hauteur de combien vous avez financé ce projet? Alors nous on a financé ce projet à hauteur d'environ 65 millions d'euros, un peu moins d'1 million d'euros le kilomètre. Il investit l'argent de l'Europe, mais toujours dans une démarche sociale. Objectif, employer un maximum de Rwandais et faire ainsi progresser le niveau de vie du pays. Donc on a pris des options à haute intensité de main-d'œuvre. On préfère faire de la maçonnerie plutôt que du béton, évidemment. Moi, j'ai pas de rêve pour le Rwanda. Mon seul rêve, c'est que leur rêve à eux se réalise. Le vrai enjeu pour les Rwandais, c'est de se réconcilier avec eux-mêmes, c'est-à-dire d'enfin, non pas oublier, mais pardonner toutes les questions liées au génocide, au niveau interne, entre eux, mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Alors voilà pour ce reportage au Rwanda. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Véronique de Keyser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes vice-présidente du groupe socialiste ici au Parlement européen et surtout vous êtes une spécialiste, je dirais, des affaires étrangères. Quand on voit ce reportage et quand on voit ce que fait l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, on a un peu le sentiment qu'il est finalement le représentant d'une ONG qui va faire le bien sur place, mais on se demande s'il est dans son rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense que le reportage reflète exactement
ce que font en général les ambassadeurs dans ce genre de région. J'ai bien connu ce que faisait l'ambassadeur en RDC, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'eau, les infrastructures, des meilleures routes que celles que ne font les Chinois, emploi de la population locale, etc. Et donc, c'est vrai, jusqu'à un certain point, l'Europe est le plus grand donateur au niveau africain, et on pourrait dire que nous sommes une super ONG. Est-ce que c'est ça seulement, la politique étrangère de l'Union? C'est toute la question. Votre position, c'est quoi? Ben, écoutez, pour le Rwanda, vous me donnez un exercice facile. Bon, le Rwanda est accusé aujourd'hui de soutenir le M23 dans l'est du Congo. Il y a eu en 2010 une série d'assassinats politiques. La politique de Kagame est très fortement critiquée. Certains pays européens avaient même pris des sanctions. Et l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU a provoqué une espèce de scandale. Donc, il y a matière à faire de la politique là-bas. Et visiblement l'Europe n'en fait pas. Enfin, en tout cas, dans mais ce qu'on voit... c'est-à-dire, l'Europe, en principe, doit conditionner toute son aide à une évolution d'un pays vers la démocratie. On ne lui demande pas d'être une démocratie tout de suite, mais vers une démocratie. Est-ce que la politique de Kagame, et celle de Kabila d'ailleurs, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que l'ambassadeur le fait? Ça, c'est pour moi... Rien n'est dit là-dedans. Mais est-ce que, oui, mais vous qui connaissez bien, vous savez s'il y a des pressions, est-ce que par exemple on voyait une route là qui est en partie financée par l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne ne devrait pas dire on arrête nos aides si vous n'allez pas dans le sens de la démocratie? Quand les projets concernent des infrastructures et de l'eau par exemple, arrêter les aides, c'est pénaliser la population. Mais il y a des aides directes qui sont données. Il y a des aides directes qui sont données au budget, etc. Et de toute façon, il faut faire des pressions. Mais je veux dire, il faut le dire, il faut le faire. Et certains pays l'ont fait, certains pays européens l'ont fait, les Pays-Bas l'ont fait, etc. Donc ils ont suspendu temporairement, on n'est pas obligé de le faire éternellement. Mais je veux dire, simplement parler politique et pas uniquement parler développement. Et l'innovation du service d'action extérieure, ça devait être ça. C'est-à-dire, on ne fait plus uniquement du développement vers les pays africains, on fait de la politique. On fait de la politique. Et là, je ne vois pas ce reflet politique compte tenu de la réalité rwandaise. Quel premier bilan dressez-vous du service européen d'action extérieure qui est dirigé par Madame Ashton? On sait que c'était un élément phare du traité de Lisbonne qui allait donner une visibilité de l'Europe avec son réseau d'ambassades propres. Est-ce que vous diriez, on va continuer dans les questions directes, est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que finalement ça ne coûte pas beaucoup d'argent, peut-être pour rien? Coûter beaucoup d'argent probablement, pour rien. Bon, je vais vous dire, pour le moment c'est pas le top. C'est pas encore le top. Et il faut distinguer probablement la personne de Cathy Ashton et le service d'action extérieure. Alors il y a trois éléments qui plaident pour l'indulgence. Et on en a beaucoup discuté ici au Parlement. Un, le service d'action extérieure a dû être monté, un service de 5000 personnes monté en très peu de temps, qui n'a pas eu le temps d'avoir une culture interne, c'est dur à faire. Deux, Cathy Ashton, on l'a choisie telle qu'elle, était une femme qui n'était pas expérimentée dans ce genre de travail. Et elle a appris, mais tout ne s'apprend pas aussi vite que ça. Donc elle a eu à monter un service. Aujourd'hui, elle est compétente ? Elle est reconnue comme une diplomate efficace et elle a noué d'excellentes relations. Mais de nouveau, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est capital. Est-ce qu'une diplomate c'est une politique? Est-ce que Cathy Ashton est une politique ou une super diplomate? Pour le moment, ce qu'on lui reconnaît, c'est des qualités de diplomatie et la ligne politique étrangère de l'Union européenne n'est pas encore claire. Alors, est-ce la faute de Cathy Ashton? Est-ce la faute des gouvernements et des chefs de gouvernement qui n'entendent pas du tout laisser une ligne politique européenne sur laquelle le consensus est toujours difficile de se dessiner en dehors d'eux? Vous savez, la France, l'Angleterre, les grands pays, l'Allemagne ont envie de mener leur propre politique étrangère. En fait, vous posez beaucoup de questions, mais vous donnez une réponse. Vous dites, finalement, s'il n'y a pas de direction dans la diplomatie européenne, c'est parce qu'il n'y a pas de chef, ou en tout cas, les chefs, les chefs d'État n'ont pas envie. Les grands chefs n'ont pas voulu laisser un petit chef qui était en plus inexpérimenté,
trouver sa place et trouver sa niche. Je pense que là, il y a beaucoup à dire. Alors on va changer de pays africain, on en parlait tout à l'heure avec l'invité précédent. Parlons du Mali. Est-ce que vous pensez que l'Europe est en train de jouer son rôle aux côtés de la France dans le conflit au Mali, ou est-ce qu'au contraire c'est une occasion ratée? Une occasion ratée peut-être pas, mais une occasion sur laquelle on a beaucoup trop longtemps hésité. Je suis à l'Assemblée parlementaire Afrique-Caraïbes-Pacifique et j'ai rencontré pendant plus d'1 an maintenant mes collègues du Mali, dont certains sont des chefs touaregs, et il y a 1 an qui tirent la sonnette d'alarme et qui, depuis l'intervention en Libye, ils nous disent « mais ils sont en train d'arriver, les ex de Kadhafi, chez nous avec des armes, etc. » Et ils nous disaient même « mais vous devez les voir, vous avez vos satellites. Comment est-ce que vous ne les avez pas bloqués à la frontière ?» Donc on a vu la progression, la déflagration de la Libye se répercuter vers le Mali. On a traîné. Et puis on s'est dit, l'Europe a traîné. L'Europe a dit, on va envoyer une mission pour soutenir l'armée malienne, pour soutenir une force africaine. Et puis la mission, ça date du milieu de l'année dernière. La mission, elle n'est toujours pas sur pied. Et donc nous avons traîné, les rebelles ont progressé. Et avec les rebelles, quand je dis les rebelles, ce sont des bandes criminelles qui vivent de trafic d'armes, de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains. Ce n'est pas des petits terroristes, c'est des grands terroristes de type Al-Qaïda. Et on a maintenant, de la Somalie jusqu'au Burkina Faso, une ceinture terroriste qui est absolument angoissante. Donc je comprends, et on a soutenu ici tout à fait la France en disant elle a raison, mais l'Europe a traîné parce que le processus de décision européen est un processus qui reste extrêmement lent. Merci Véronique de Keyser pour cette analyse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Guilder. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.